Tout parvient à une fin, et la nuit y comprise. Je fus tiré d'une léthargie saurienne par la voix claire et sonore du capitaine Chaumont. Il s'excusait, il n'avait pas eu le temps de passer la veille. Je lui proposai un café. Pendant que l'eau chauffait, il installa son portable sur la table de la cuisine, brancha l'imprimante. Ainsi, il pourrait me faire relire et signer ma déposition avant de partir. J'eus un murmure d'approbation. La gendarmerie, trop accaparée par les tâches administratives, souffrait de ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à sa véritable mission, l'enquête. C'est ce que j'avais pu déduire de différents magazines télévisés. Il approuva cette fois avec chaleur. Voilà un interrogatoire qui partait sur de bonnes bases, dans une atmosphère de confiance réciproque. Windows démarra avec un petit bruit joyeux. La mort de mon père remontait à la soirée ou la nuit du 14 novembre. Je travaillais ce jour-là. Je travaillais le 15 également. Évidemment, j'aurais pu prendre ma voiture, tuer mon père, faire l'aller-retour dans la nuit. Qu'est-ce que je faisais dans la soirée ou la nuit du 14 novembre? À ma connaissance, rien. Rien de notable. Je n'en gardais en tout cas aucun souvenir. Ça remontait pourtant à moins d'une semaine. Je n'avais ni partenaire sexuel régulière, ni véritablement d'amis intimes. Dans ces conditions, comment se souvenir? Les journées passent, et c'est tout. Je jetai un regard navré sur le capitaine Chaumont. J'aurais aimé l'aider, ou au moins l'orienter vers une direction de recherche. J'avais consulté mon agenda, dis-je. Je n'attendais rien de cette démarche. Curieusement, pourtant, il y avait un numéro de portable à la date du 14, en dessous d'un prénom. Coralie. Quelle Coralie? C'était n'importe quoi, cet agenda. J'ai la cervelle comme un tas de merde, fis-je avec un sourire désabusé. Mais je sais pas, j'étais peut-être à un vernissage. Un vernissage? Il attendait patiemment, les doigts à quelques centimètres au-dessus du clavier. Oui, je travaille au ministère de la Culture. Je prépare des dossiers pour le financement d'expositions ou parfois de spectacles. Des spectacles? Des spectacles, de danse contemporaine. Je me sentais radicalement désespéré, envahi par la honte. En somme, vous travaillez dans l'action culturelle? Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Il me fixait avec une sympathie nuancée de sérieux. Il avait conscience de l'existence d'un secteur culturel, une conscience vague mais réelle. Il devait être amené à rencontrer toutes sortes de gens dans sa profession. Aucun milieu social ne pouvait lui demeurer complètement étranger. La gendarmerie est un humanisme. Le reste de l'entretien se déroula à peu près normalement. J'avais déjà assisté à des téléfilms de société, j'étais préparé à ce type de dialogue. Connaissais-je des ennemis à mon père? Non. Mais pas d'amis non plus, à vrai dire. De toute façon, mon père n'était pas suffisamment important pour avoir des ennemis. Qui pouvait profiter de sa mort? Eh bien, moi. À quand remontait ma dernière visite? Probablement au mois d'août. Il n'y a jamais grand-chose à faire au bureau, en août. Mais mes collègues sont obligés de partir parce qu'ils ont des enfants. Je reste à Paris, je fais des parties de solitaire sur ordinateur et je prends un week-end prolongé aux alentours du 15. Voilà le cadre de mes visites à mon père. Au fait, avais-je de bonnes relations avec mon père? Oui et non. Plutôt non. Mais j'allais le voir 1 ou 2 fois par an. C'est déjà pas si mal. Il hocha la tête. Je sentais que ma déposition touchait à sa fin. J'aurais aimé en dire plus. Je me sentais pris pour le capitaine Chaumont d'une sympathie irraisonnée, anormale. Déjà, il chargeait son imprimante. Mon père était très sportif, lançai-je avec brusquerie. Il leva vers moi un regard interrogateur. Je ne sais pas, fis-je en écartant les mains avec désespoir. Je voulais juste dire qu'il était très sportif. Avec un geste de dépit, il lança l'impression. Après avoir signé ma déposition, je reconduisis le capitaine Chaumont à la porte. J'avais conscience d'être un témoin décevant, lui dis-je. Tous les témoins sont décevants, répondit-il.
Je méditais quelque temps sur cet aphorisme. Devant nous s'étendait l'ennui illimité des champs. Le capitaine Chaumont remonta dans sa Peugeot 305. Il me tiendrait au courant de l'avancement de l'enquête. Pour le décès d'un ascendant direct, on dispose dans la fonction publique d'un congé de 3 jours. J'aurais donc parfaitement pu rentrer en flânant, acheter des camemberts locaux, mais je pris tout de suite l'autoroute pour Paris. Je passais ma dernière journée de congé dans différentes agences de voyage. J'aimais les catalogues de vacances, leur abstraction, leur manière de réduire les lieux du monde à une séquence limitée de bonheur possible et de tarifs. J'appréciais particulièrement le système d'étoiles pour indiquer l'intensité du bonheur qu'on était en droit d'espérer. Je n'étais pas heureux, mais j'estimais le bonheur, et je continuais à y aspirer. Selon le modèle de Marshall, l'acheteur est un individu rationnel cherchant à maximiser sa satisfaction compte tenu du prix. Le modèle de Veblen, par contre, analyse l'influence du groupe sur le processus d'achat, suivant que l'individu veut s'y identifier ou au contraire s'y soustraire. Le modèle de Copland démontre que le processus d'achat est différent suivant la catégorie de produits-services, achat courant, achat réfléchi, achat spécialisé. Mais le modèle de Baudrillard-Becker estime que consommer, c'est aussi produire des signes. Au fond, je me sentais plus proche du modèle de Marshall. De retour à mon travail, j'annonçais à Marie-Jeanne que j'avais besoin de vacances. Marie-Jeanne est ma collègue. C'est ensemble que nous préparons les dossiers d'exposition, que nous œuvrons pour la culture contemporaine. C'est une femme de 35 ans, aux cheveux blonds et plats, aux yeux d'un bleu très clair. Je ne sais rien de sa vie intime. Sur le plan hiérarchique, elle est dans une position légèrement supérieure à la mienne. Mais c'est un aspect qu'elle préfère éluder, elle s'attache à mettre en avant le travail d'équipe au sein du service. Chaque fois que nous recevons la visite d'une personnalité réellement importante, un délégué de la direction des arts plastiques ou un membre du cabinet du ministre, elle insiste sur cette notion d'équipe. « Et voici l'homme le plus important du service !» s'exclame-t-elle en pénétrant dans mon bureau, « celui qui jongle avec les bilans comptables et les chiffres. Sans lui, je serais complètement perdu. » Ensuite, elle rit. Les visiteurs importants rient à leur tour, ou du moins ils sourient avec bonheur. Je souris également, dans la mesure de mes moyens. J'essaie de me visualiser en jongleur, mais en réalité il me suffit de maîtriser les opérations arithmétiques simples. Quoique Marie-Jeanne ne fasse à proprement parler rien, son travail est en réalité le plus complexe. Elle doit se tenir au courant des mouvements, des réseaux, des tendances. Ayant assumé une responsabilité culturelle, elle peut se voir en permanence soupçonnée d'immobilisme, voire d'obscurantisme. C'est un danger dont elle doit se prémunir et par là même prémunir l'institution. Aussi reste-t-elle en contact régulier avec des artistes, des galeristes, des directeurs de revues pour moi obscurs. Ses coups de téléphone la maintiennent dans la joie, car sa passion pour l'art contemporain est réelle. Pour ma part, je n'y suis pas hostile. Je ne suis nullement un tenant du métier, ni du retour à la tradition en peinture. Je conserve l'attitude de réserve qui sied aux gestionnaires comptables. Les questions esthétiques et politiques ne sont pas mon fait. Ce n'est pas à moi qu'il revient d'inventer ni d'adopter de nouvelles attitudes, de nouveaux rapports au monde. J'y ai renoncé en même temps que mes épaules se voûtaient, que mon visage évoluait vers la tristesse. J'ai assisté à bien des expositions, des vernissages, des performances demeurées mémorables. Ma conclusion, dorénavant, est certaine. L'art ne peut pas changer la vie. En tout cas, pas la mienne. J'avais informé Marie-Jeanne de mon deuil. Elle me reçut avec sympathie et posa même une main sur mon épaule. Ma demande de congé lui paraissait tout à fait naturelle. « Tu as besoin de faire le point, Michel, » estima-t-elle, « de te retourner sur toi-même. » J'essayais de visualiser le mouvement proposé. Je conclus qu'elle avait sans doute raison. « Cécilia bouclera le prévisionnel à ta place, » poursuivit-elle. « Je lui en parlerai. » À quoi faisait-elle allusion au juste? Et qui était cette Cécilia?
Jetant un regard autour de moi, j'aperçus un avant-projet d'affiche et je me souvins. Cécilia était une grosse fille rousse qui mangeait des Cadbury sans arrêt et qui était dans le service depuis 2 mois. Une CDD, voire une TUC, quelqu'un en résumé d'assez négligeable. Et en effet, juste avant le décès de mon père, je travaillais sur le budget prévisionnel de l'exposition Haut les mains galopins qui devait être inaugurée en janvier à Bourg-la-Reine. Il s'agissait de photographies de brutalité policière prises au téléobjectif dans les Yvelines. Mais on n'avait pas affaire à un travail documentaire, plutôt à un procès de théâtralisation de l'espace accompagné de clins d'œil à différentes séries policières mettant en scène le Los Angeles Police Department. L'artiste avait privilégié une approche fun plutôt que celle attendue de la dénonciation sociale. En résumé, un projet intéressant et pas trop cher ni complexe. Même une abrutie comme Cécilia était capable de finaliser le budget prévisionnel. En général, en sortant du bureau, j'allais faire un tour dans un pipe-show. Ça me coûtait 50 francs, parfois 70 quand l'éjaculation tardait. Voir des chattes en mouvement, ça me lavait la tête. Les orientations contradictoires de la vidéo d'art contemporaine, l'équilibre entre conservation du patrimoine et soutien à la création vivante, tout cela disparaissait vite devant la magie facile des chattes en mouvement. Je vidais gentiment mes testicules. À la même heure, de son côté, Cécilia se bourrait de gâteaux au chocolat dans une pâtisserie proche du ministère. Nos motivations étaient à peu près les mêmes. Rarement, je prenais un salon privé à 500 francs. C'était dans le cas où ma bite allait mal, me paraissait ressembler à un petit appendice exigeant, inutile, qui sentait le fromage. J'avais besoin alors qu'une fille la prenne dans ses mains, s'extasie même faussement sur la vigueur du membre, la richesse de sa semence. Quoi qu'il en soit, j'étais rentré avant 7h30. Je commençais par question pour un champion, dont j'avais programmé l'enregistrement sur mon magnétoscope. Puis j'enchaînais par les informations nationales. La crise de la vache folle m'intéressait peu, je me nourrissais essentiellement de purée mousseline au fromage. Puis la soirée continuait. Je n'étais pas malheureux. J'avais 128 chaînes. Vers 2h du matin, je me terminais avec des comédies musicales turques. Quelques journées passèrent ainsi, relativement paisibles, avant que je reçoive un nouveau coup de téléphone du capitaine Chaumont. Les choses avaient beaucoup avancé, ils avaient retrouvé le meurtrier présumé, c'était même plus qu'une présomption, en fait l'homme avait avoué. Ils allaient organiser une reconstitution dans 2 jours. Souhaitais-je y assister ? Oh oui, dis-je. Oui. Marie-Jeanne me félicita pour cette décision courageuse. Elle parla du travail de deuil, de l'énigme de la filiation. Elle utilisa des paroles socialement acceptables extraites d'un catalogue restreint, mais cela n'avait pas beaucoup d'importance. Je sentais qu'elle éprouvait de l'affection pour moi. C'était surprenant, et c'était bien. Les femmes ont de l'affection, quand même, me dis-je en montant dans le train pour Cherbourg. Jusque dans leur travail, elles ont tendance à établir des rapports affectifs. Elles se meuvent difficilement dans un univers dépouillé de tout rapport affectif. C'est une atmosphère dans laquelle elles ont du mal à s'épanouir. Elles souffrent de cette faiblesse. Les pages psycho de Marie-Claire le leur rappellent avec constance. Il vaudrait mieux qu'elles établissent une séparation claire entre le professionnel et l'affectif. Mais elles n'y parviennent pas, et les pages témoignages de Marie-Claire en attestent avec une constance équivalente. À la hauteur de Rouen, je repensais aux éléments de l'affaire. La grande découverte du capitaine Chaumont, c'est qu'Aïcha avait entretenu des rapports intimes avec mon père. Avec quelle fréquence et jusqu'à quel degré ? Il n'en savait rien, et cela s'était avéré inutile à la poursuite de son enquête. Un des frères d'Aïcha avait rapidement avoué qu'il était venu demander des explications au vieil homme, que la discussion avait dégénéré et qu'il l'avait laissé comme mort sur le sol de béton de la chaufferie. La reconstitution était en principe présidée par le juge d'instruction, un petit homme sec et austère, vêtu d'un pantalon de flanelle et d'un polo sombre, au visage crispé par un perpétuel rictus d'agacement.
Mais le capitaine Chaumont s'imposa vite comme le véritable maître de cérémonie. Vif et allègre, il accueillait les participants, disait à chacun un mot de bienvenue, le conduisait à sa place. Il avait l'air très heureux. C'était sa première affaire de meurtre, et il l'avait résolue en moins d'une semaine. De cette histoire sordide et banale, il était le seul véritable héros. Tassé sur une chaise, visiblement accablé, le visage entouré d'un bandeau noir, Aïcha leva à peine les yeux à mon arrivée. Elle détournait ostensiblement le regard de l'endroit où se tenait son frère. Celui-ci, encadré par 2 gendarmes, fixait le sol d'un air buté. Il avait tout à fait l'allure d'une petite brute ordinaire. Je n'éprouvais pas la moindre sympathie à son égard. Levant les yeux, il croisa mon regard, m'identifia certainement. Il connaissait mon rôle. On avait dû le prévenir. Selon ses conceptions brutales, j'avais un droit de vengeance. J'étais comptable du sang de mon père. Conscient du rapport qui s'établissait entre nous, je le fixais sans détourner les yeux. Je me laissais lentement envahir par la haine. Je respirais plus facilement. C'était un sentiment plaisant et fort. Si j'avais disposé d'une arme, je l'aurais abattue sans hésitation. Tuer cette petite ordure ne m'apparaissait pas seulement comme un acte indifférent, mais comme une démarche bienfaisante, positive. Un gendarme traça à la craie des marques sur le sol, et la reconstitution commença. Selon l'accusé, les choses étaient très simples. Au cours de la discussion, il s'était énervé, avait repoussé mon père avec violence, celui-ci était tombé en arrière, son crâne s'était fracassé sur le sol. Dans l'affolement, il avait aussitôt pris la fuite. Naturellement, il mentait, et le capitaine Chaumont n'eut aucun mal à l'établir. L'examen du crâne de la victime montrait à l'évidence un acharnement. Il y avait des contusions multiples, probablement dues à une série de coups de pied. Le visage de mon père avait en outre été frotté sur le sol, pratiquement jusqu'à faire jaillir l'œil de l'orbite. « Je sais plus, » dit l'accusé. « J'ai eu la rage. » En observant ses bras nerveux, son visage étroit et mauvais, on n'avait aucun mal à le croire. Il avait agi sans préméditation, probablement excité par le choc du crâne sur le sol et la vue du premier sang. Son système de défense était clair et crédible. Il s'en tirerait très bien devant le tribunal. Quelques années avec sursis, pas plus. Le capitaine Chaumont, satisfait du déroulement de l'après-midi, s'apprêtait à conclure. Je me levai de ma chaise, marchai vers une baie vitrée. Le soir tombait. Quelques moutons terminaient leur journée. Eux aussi étaient stupides, peut-être encore plus que le frère d'Aïcha, mais aucune réaction violente n'était programmée dans leur gène. Au dernier soir de leur vie, ils bêleraient d'affolement, leur rythme cardiaque s'accélérerait, leurs pattes s'agiteraient avec désespoir. Puis le coup de pistolet aurait lieu, leur vie s'échapperait, leur corps se transformerait en viande. Nous nous quittâmes sur quelques poignées de main. Le capitaine Chaumont me remercia de ma présence. Je revis Aïcha le lendemain. Sur le conseil de l'agent immobilier, j'avais décidé de faire nettoyer la maison à fond avant les premières visites. Je lui remis les clés, puis elle me raccompagna à la gare de Cherbourg. L'hiver prenait possession du bocage, des masses de brume s'accumulaient au-dessus des haies. Entre nous, ce n'était pas facile. Elle avait connu les organes sexuels de mon père, ce qui tendait à créer une intimité un peu déplacée. Tout cela était globalement surprenant. Elle avait l'air d'une fille sérieuse. Et mon père n'avait rien d'un séducteur. Il devait quand même posséder certains traits, certaines caractéristiques attachantes que je n'avais pas su voir. J'avais même du mal en réalité à me souvenir des traits de son visage. Les hommes vivent les uns à côté des autres comme des bœufs. C'est tout juste s'ils parviennent, de temps en temps, à partager une bouteille d'alcool. La Volkswagen d'Aïcha s'arrêta sur la place de la gare.
J'avais conscience qu'il serait mieux de prononcer quelques paroles avant la séparation. « Eh bien, dis-je. » Au bout de quelques secondes, elle s'adressa à moi d'une voix sourde. « Je vais quitter la région. J'ai un ami qui peut me trouver une place de serveuse à Paris. Je continuerai mes études là-bas. De toute façon, ma famille me considère comme une pute. » J'émis un murmure de compréhension. « À Paris, il y a plus de monde, » hasardai-je finalement avec douleur. J'avais beau y réfléchir, c'était tout ce que je trouvais à dire sur Paris. L'extrême pauvreté de la réplique ne parut pas la décourager. « Je n'ai rien à attendre de ma famille, » poursuivit-elle avec une colère rentrée. « Non seulement ils sont pauvres, mais en plus ils sont cons. Il y a 2 ans, mon père a fait le pèlerinage de la Mecque. Depuis, il n'y a plus rien à en tirer. Mes frères, c'est encore pire. Ils s'entretiennent mutuellement dans leurs conneries, ils se bourrent la gueule au pastis tout en se prétendant les dépositaires de la vraie foi, et ils se permettent de me traiter de salope parce que j'ai envie de travailler plutôt que d'épouser un connard dans leur genre. C'est vrai, dans l'ensemble, les musulmans, c'est pas terrible. » émis-je avec embarras. Je pris mon sac de voyage, ouvris la portière. « Je pense que vous vous en sortirez, » marmonnai-je sans conviction. J'eus à ce moment une espèce de vision sur les flux migratoires comme des vaisseaux sanguins qui traversaient l'Europe. Les musulmans apparaissaient comme des caillots qui se résorbaient lentement. Aïcha me regardait, dubitative. Le froid s'engouffrait dans la voiture. Intellectuellement, je parvenais à éprouver une certaine attraction pour le vagin des musulmanes. De manière un peu forcée, je souris. Elle sourit à son tour, avec plus de franchise. Je lui serrai longuement la main, j'éprouvais la chaleur de ses doigts, je continuais jusqu'à sentir le sang qui battait doucement au creux du poignet. À quelques mètres de la voiture, je me retournai pour lui faire un petit signe. Quand même, il y avait eu une rencontre. Quand même, à la fin, quelque chose s'était produit. En m'installant dans le wagon corail, je me dis que j'aurais dû lui donner de l'argent. Encore que non, ça aurait probablement été mal interprété. C'est à ce moment, étrangement, que je pris pour la première fois conscience que j'allais devenir un homme riche, enfin, relativement riche. Le virement des comptes de mon père avait déjà eu lieu. Pour le reste, j'avais confié la vente de la voiture à un garagiste, celle de la maison à un agent immobilier. Tout s'était arrangé de la manière la plus simple. La valeur de ces biens était fixée par la loi du marché. Il y avait bien sûr une marge de négociation, 10% de part et d'autre, pas plus. Le taux d'imposition non plus n'était pas un mystère. Il suffisait de consulter les petites brochures, très bien faites, remises par la direction des impôts. Sans doute mon père avait-il, à plusieurs reprises, envisagé de me déshériter. Finalement, il avait dû y renoncer. Il avait dû se dire que c'était trop de complications, trop de démarches pour un résultat incertain, car ce n'est pas facile de déshériter ses enfants. La loi ne vous offre que des possibilités restreintes. Non seulement les petits salauds vous pourrissent la vie, mais ils profitent ensuite de tout ce que vous avez pu accumuler au prix des pires efforts. Il avait dû se dire surtout que ça n'avait aucun intérêt, parce que ce qui pouvait arriver après sa mort, qu'est-ce qu'il en avait à foutre? Voilà comment il avait raisonné, à mon avis. Toujours est-il que le vieux con était mort, et que j'allais revendre la maison où il avait passé ces dernières années. J'allais également revendre le Toyota Land Cruiser, qui lui servait à ramener des packs d'évian du casino géant de Cherbourg. Moi qui vis près du jardin des plantes, qu'aurais-je fait d'un Toyota Land Cruiser? J'aurais pu ramener des raviolis à la ricotta du marché Mouffetard, et c'est à peu près tout. Lorsqu'il s'agit d'un héritage en ligne directe, les droits de succession ne sont pas très élevés, même si les liens d'affection n'étaient, eux non plus, pas très forts. Impôt déduit, je pouvais ramasser dans les 3 millions de francs. Ça représentait à peu près 15 fois mon salaire annuel. Ça représentait également ce qu'un ouvrier non qualifié pouvait espérer gagner en Europe occidentale au cours d'une vie de labeur. Ce n'était pas si mal. On pouvait commencer à s'en sortir. On pouvait essayer. Dans quelques semaines, certainement,
je recevrais une lettre de la banque. Le train approchait de Bayeux, je pouvais déjà imaginer le déroulement de la conversation. Le professionnel de mon agence aurait constaté un solde positif important sur mon compte. Il souhaiterait s'en entretenir avec moi, qui n'a pas besoin, à un moment ou un autre de sa vie, d'un partenaire placement. Un peu méfiant, je désirerais m'orienter vers des options sûres. Il accueillerait cette réaction si fréquente avec un léger sourire. La plupart des investisseurs novices, ils le savaient bien, privilégient la sécurité par rapport au rendement. Ils s'en amusaient souvent entre collègues. Je ne devais pas me méprendre sur ces termes. En matière de gestion du patrimoine, certaines personnes âgées se comportent comme de parfaits novices. Pour sa part, il tenterait d'attirer mon attention sur un scénario légèrement différent, tout en me laissant, bien entendu, le temps de la réflexion. Pourquoi ne pas investir effectivement les 2/3 de mon avoir dans un placement sans surprise, mais à revenu faible? Et pourquoi ne pas consacrer le dernier tiers à un investissement un peu plus aventureux, mais aux possibilités de valorisation réelle? Après quelques jours de réflexion, je le savais, je me rendrais à ces arguments. Il se sentirait conforté par mon adhésion, préparerait les documents avec un pétillement d'enthousiasme, et notre poignée de main, au moment de la séparation, serait ouvertement chaleureuse. Je vivais dans un pays marqué par un socialisme apaisé, où la possession des biens matériels était garantie par une législation stricte, où le système bancaire était entouré de garanties étatiques puissantes. Sauf à me risquer hors des limites de la légalité, je ne risquais ni malversation, ni faillite frauduleuse. En somme, je n'avais pas trop de soucis à me faire. Je n'en avais d'ailleurs jamais réellement eu. Après des études sérieuses sans être éblouissantes, je m'étais rapidement orienté vers le secteur public. C'était vers le milieu des années 80, dans les débuts de la modernisation du socialisme, à l'époque où l'illustre Jack Lang répandait faste et gloire sur les institutions culturelles d'État. Mon salaire à l'embauche était tout à fait correct. Et puis j'avais vieilli, assistant sans trouble aux changements politiques successifs. J'étais courtois, correct, apprécié par mes supérieurs et mes collègues. De tempérament peu chaleureux, j'avais cependant échoué à me faire de véritables amis. Le soir tombait rapidement sur la région de Lisieux. Pourquoi n'avais-je jamais, dans mon travail, manifesté une passion comparable à celle de Marie-Jeanne? Pourquoi n'avais-je jamais, plus généralement, manifesté de véritables passions dans ma vie? Quelques semaines passèrent encore, sans m'apporter de réponse. Puis, au matin du 23 décembre, je pris un taxi pour Roissy.